Ok, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Merci de m'avoir invité. Merci à Alberto, merci à l'ensemble des organisateurs. Pour moi, venir à Sainte-Anne, c'est un grand plaisir. Ça me rappelle mes premières activités quand je suis sortie de l'Université de médecine. J'ai passé 6 mois ici en 1980. Ça fait quelques années maintenant, mais je ne suis presque pas revenue à Paris depuis lors. Mais je suis vraiment ravie d'être à nouveau ici. Nous allons parler d'une série d'activités qui vont nous emmener vraiment au-delà du domaine clinique pur. On va s'intéresser vraiment au contexte social et politique de l'endroit où nous exerçons. On n'est pas forcément dans un contexte psychiatrique ni même clinique. C'est vraiment un travail auprès de communautés pour gérer des processus qui sont liés à la violence, au traumatisme. Il y a des souvenirs, des images traumatiques chez ces patients avec lesquels il faut apprendre à gérer. Il faut les aider à gérer ce traumatisme et à être à leur côté. Tout d'abord, je vais vous parler des conditions et du contexte. Ce qu'on appelle des conflits de petite intensité, ce n'est qu'une définition quand vous êtes en train de lire The Economist, parce que quand vous êtes sur le terrain, vous êtes proche de ces groupes armés. C'est malheureusement la réalité dans de nombreuses campagnes du Mexique. Je ne sais pas si on peut parler dans ces conditions de guerre de petite intensité. Donc, les systèmes traditionnels se transforment et la violence devient véritablement au cœur des communautés. Ça nous amène à de la migration qui change la structure des familles. Ce sont souvent les hommes qui partent combattre dans ces groupes armés. Il ne reste donc plus à la maison que les femmes, les enfants et les vieillards. Et bien évidemment, il y a une dépendance économique. Et c'est une nouvelle manière de définir la vie ces dernières années dans ces régions, et à Chiapas en particulier. Il y a également une menace de violence constamment, et c'est très difficile de gérer tout ce que cela représente, de vivre dans ces conditions. Il y a à peu près 6 millions de personnes qui vivent dans le Chiapas, et il y a seulement un hôpital avec 50 lits, un hôpital psychiatrique. Et il n'y a absolument pas de présence d'aide à la santé mentale dans tout ce qui est dispensaires, hôpitaux locaux, etc. Donc, il y a également un problème au niveau du système de justice qui est encore plus problématique pour les communautés. Et ça laisse la justice entre les mains de ces groupes armés. Ils appellent ça des groupes de self-défense, mais véritablement, ce sont des groupes armés. Si vous êtes allé au Chiapas, ce sont véritablement des groupes criminels. Il n'y a pas d'autre manière de les appeler. Et ils contrôlent une zone géographique. Donc maintenant, je veux revenir un instant, puisque nous sommes en France, de parler de la communauté mayane. Donc là où nous sommes, c'est un mix de communautés maya, zoké et tchol. C'est un peu ce qu'on imagine en Occident quand on pense à ces communautés autochtones. Et avec l'archéologie et l'anthropologie, l'ethnologie, on a essayé de prendre des photographies pour explorer le rôle des images. Comment ces images peuvent construire notre identité, notre mémoire. Les images étaient également clés pour les politiques sur les indigènes qui ont été mises en place dans les années 40.
Et les mouvements sociaux, notamment la rébellion zapatiste, dans ces mouvements, vraiment, les images étaient au cœur de leur stratégie. Donc, d'où proviennent toutes ces images et quel rôle jouent-elles? Eh bien, si nous retournons aux origines de la photographie, on doit bien sûr parler de la France, le daguerréotype et Emmanuel Arago qui a promu la photographie. Et donc ça, c'est les toutes premières photographies de cette époque au 19e siècle. Et donc, la naissance de la photographie s'est faite ici à Paris, mais elle a rapidement amené à cette concurrence entre les Français et les Anglais pour trouver une manière d'asseoir leur présence dans le Nouveau Monde. Et si l'on regarde les images, les photographies de l'époque, on reconnaît l'importance de ces photographies qui ont été prises du monde maya, qui ont été pris par un photographe britannique qui aussi dessinait et prenait des photos. Il faisait les deux, c'était un illustrateur. Et c'est le début de cette perception du monde maya. Et avec la vue de l'ancien monde et du nouveau monde, la construction de ce nouveau pays qui était les États-Unis, avec la perception de l'ancien monde qui était le Royaume-Uni. Et on essayait constamment d'essayer de définir ce qu'était être maya. Donc, Brasseur de Beaubourg, un prêtre français que Maximilien a invité comme ministre de la Culture au Mexique lorsqu'il était empereur sous les auspices de Napoléon III. Monsieur de Beaubourg a eu cette idée que la seule manière d'expliquer la culture maya était de parler de l'influence égyptienne dans le Nouveau Monde. Bien sûr, ces personnes n'avaient rien à voir avec les pyramides égyptiennes ou cette ancienne culture égyptienne. Il y avait peu de chances que cela ait été importé de l'Égypte, mais Monsieur de Beaubourg est allé au Guatemala. Il a trouvé un livre qui expliquait toute l'explication sur les Mayas. Il l'a ramené à Paris. Il l'a mis dans la Bibliothèque nationale à Paris et on l'appelait c'était le livre référence sur la vie spirituelle des Mayas. Mais bien évidemment, les choses ont changé et ce livre a été envoyé lors de la Première Guerre mondiale dans une bibliothèque de Chicago. Mais ces deux images que je vous ai mises, qui sont des points de référence, pour vous montrer un peu la vie de la communauté dans la zone de Chiapas. On voit Antonio Chanquin dans la communauté de Naha. Il a dessiné chaque membre de cette communauté et il l'a fait dans plein de groupes indigènes dans l'ensemble des Amériques. Il a fait une sorte de carte des différentes communautés et il a travaillé avec l'Université du Minnesota aux États-Unis, mais ici il était là en tant que patriarche au sein de l'Église catholique et de l'Église des Mormons, pardon. Et il étudiait le Nouveau Monde avant la crucifixion et après la crucifixion et avant la résurrection. Et donc, il pensait que c'était une manière d'ouvrir les portes du paradis. Et ce process d'essayer d'avoir une géographie des points de vue religieux des différentes églises a continué à fournir cette dominante européenne sur le Nouveau Monde.
Of course, indigenism became the policy of the Mexican state in the 1940s as it tried to build a presence among indigenous communities in Mexico. And part of that policy, of course, was to open clinics. This was the first clinic of the National Indigenous Institute in Chamula in Chiapas. And you can see the doctor trying to figure out how to adapt to the local belief systems, where you need to read the status of the soul by checking the pulse of the woman that stands in front of him as he tries to figure out what essaye de voir comment, en prenant le pouls, on peut voir l'état de l'âme. Il essaye d'adapter le traitement occidental aux croyances indigènes. Évidemment, tout ça s'est étendu dans différentes directions. Souvent, nos collègues de Monterrey ont hier parlé de la présence des populations indigènes. Il y a également la présence de la culture de la drogue. Vous voyez les signes d'appartenance à des gangs qui sont partout présents, le recours aux armes dans les zones rurales. Et c'est de ça que je vais vous parler. Cette présence du trafic de stupéfiants et de la culture des stupéfiants. Ce qu'on voit ici dans les communautés de Macalena et Santa Marina, ce que vous voyez à l'écran, où on a vu l'arrivée des armes et les gens qui ont commencé à se tirer les uns sur les autres plutôt que de suivre leurs traditions, leurs rituels. Par exemple, ce rituel où les saints de l'Église, Sainte Martha, Sainte Madeleine, se bénissaient les uns les autres quand l'armée a commencé à apparaître, qu'on a commencé à distribuer des armes au milieu de la communauté. Et bien évidemment, le résultat tragique, la conséquence tragique, c'est qu'on le voit. Ce sont des massacres de masse où on voit ici l'enterrement collectif d'un certain nombre de personnes assassinées. Alors voilà l'histoire qui continue, comment la peur et l'intimidation deviennent aujourd'hui des parties intégrantes des vies des communautés, fragmentent la solidarité, détruisent les pratiques traditionnelles, et comment construire des ressources pour lutter contre tout ça. C'est difficile dans ce contexte. Le journalisme traditionnel aujourd'hui ne peut plus se faire. C'est trop dangereux d'être journaliste aujourd'hui. Donc on a essayé de mettre sur pied une alternative, des ressources visuelles, narratives qui pouvaient peut-être tenir les archives de ces tragédies et de ces drames dans les communautés pour réfléchir à ce processus collectif sociétal. Donc le travail de Bats One Lab, c'est un travail de documentation photographique, collecte de photographies, création d'une histoire, d'un narratif, production, exposition, pour développer des mémoires collectives, pour garder une archive de la mémoire collective. Je vais aller très rapidement parce qu'on me fait signe que je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais vous donner quelques exemples. L'un des exemples les plus dramatiques, alors, les stratégies des groupes criminels, de la criminalité organisée au Mexique, c'est évidemment les enlèvements de femmes, les féminicides, parce qu'ils savent que ça détruit les familles, que ça détruit les relations sociales. Et ça rend la communauté totalement dépendante d'un système judiciaire impuissant. Aujourd'hui, des milliers de personnes sont enregistrées comme étant disparues, jusqu'à 500 000 disparues. Mais le gouvernement, évidemment, ne reconnaît pas autant. La recherche pour ces disparus, c'est quelque chose qui ne marche pas. Comme je l'ai dit, le système judiciaire est totalement impuissant. Les groupes criminels sont totalement sourds aux appels de la part des proches des personnes kidnappées. Donc voilà 2 photos de Gabriela Sanabria.
qui a essayé de faire prendre conscience dans sa communauté de la disparition des femmes, essayer de rappeler à la communauté l'absence de ces femmes pour permettre de reconnaître ce qui s'était passé. Voilà une performance publique en 2018, San Cristobal dans le Chiapas, qui représente justement ces femmes victimes de violences, victimes de kidnapping, et également aider les mères, puisque ce sont les mères qui aujourd'hui font pression sur le système judiciaire, sur les juges pour essayer de résoudre ces crimes, ces kidnappings, ces féminicides, en gardant les questions sur l'avant-front des actualités. Ces images, ces photos que l'on retrouve dans l'exposition de San Cristobal, avec les familles, notamment les mères de ces jeunes femmes disparues, l'idée était de les aider à traverser leur processus de deuil, mais également de mobiliser un soutien social pour leur combat. J'ai parlé à une autre expérience, la migration, la perte. La migration, c'est une transformation sociale très importante. Ça, c'est le travail d'Abraham Gomez, qui vient d'une région des Chiapas et qui a décidé de représenter les processus de perte, de deuil dans sa famille après la perte de 2 de ses frères dans la région du Chamula, après leur déportation des États-Unis. Donc, il a documenté la vie de ces 2 jeunes hommes depuis leur départ pour les États-Unis, leur migration réussie. Ils sont arrivés aux États-Unis, ont commencé à travailler, ont rejoint une église des témoins de Jéhovah. Ils ont trouvé une nouvelle communauté pour les soutenir aux États-Unis, mais tragiquement, ils ont fini par être arrêtés, être mis en prison, déportés, renvoyés au Mexique, où tout avait changé, ils ont dû s'adapter à une autre vie, tout avait changé et ils sont tous les 2 morts d'alcoolisme peu de temps après leur retour au Mexique. Donc pour permettre à la famille de traverser ce processus de perte et de deuil, pour comprendre ce processus qui a été idéalisé, parce qu'on pense que ceux qui sont partis et qui ont réussi vont envoyer un secours aux familles restées au Mexique. C'est important d'aider les familles également à avoir un espace pour parler de leur perte et de leur deuil et de voir ce que cela transforme dans leur communauté. Maintenant, je pars des individus et des familles pour parler de manière plus générale de ce projet dans un camp de réfugiés, des réfugiés venus du Guatemala, suite à la guerre civile au Guatemala au milieu des années 80, qui a créé le déplacement de milliers de Guatémaltèques arrivés au Mexique. Et de façon ironique, maintenant, ce sont plutôt les Mexicains qui partent vers le Guatemala. Dans ce processus, les organisations de femmes ont aidé à organiser le retour. Ici, on a Rigoberta Menchú, qui a gagné le prix Nobel de la paix, qui a permis d'organiser le retour au Guatemala. Et dans ce processus de retour au Guatemala, il y a un certain nombre de difficultés, à savoir, il faut partager leur histoire, raconter ce qu'elles ont vécu à la génération suivante, de manière à ce que la communauté garde trace de leur histoire. Et nous avons travaillé sur nos archives pour vraiment réintégrer ces images, cette mémoire visuelle dans la communauté. Là, on la voit sur le site qui aujourd'hui est une attraction touristique, mais qui à l'époque était le site d'un massacre effarant dans les années 80, le site de San Francisco. Et là, on la voit en 2022 retourner sur l'endroit de ce massacre. Retourner ces photos à la communauté, c'est une manière d'établir l'histoire, d'ancrer l'histoire et de permettre à la communauté de créer un sens d'identité commune, de passé commun, à des fins de réconciliation, à des fins de relations. Et ça, c'est fondamental pour le bien-être d'une communauté. Dernier exemple, de plus en plus rapidement, ça évidemment, c'est la révolution zapatiste, un événement très important qui a vraiment marqué
une transformation du mouvement de la lutte pour les droits indigènes. C'est un mouvement qui a émergé en 1994 dans Chiapas. Les racines retournent aux politiques indigènes dont je vous ai parlé précédemment, qui ont essayé d'intégrer ces communautés dans la nation mexicaine. Et je vous recommande vraiment d'aller au Quai Branly voir l'exposition actuellement en cours sur la culture mexica du Mexique au musée du Quai Branly. Et évidemment, le monde maya était séparé du monde Mexica, était séparé de ce qui est aujourd'hui le Mexique. Et c'est important de garder cela présent à l'esprit parce que le monde maya était une culture très très différente à cheval sur le Guatemala et le Mexique, qui en fait a été déchiré par la séparation en deux États de ce territoire. Mais l'État mexicain n'a pas fait attention aux indigènes mayas et dans les années 40, au moment où les politiques indigènes ont été mises en place. Bon, on sait dans quel contexte. Il y a eu des constructions, les reconnaissances des cultures indigènes, mais jusqu'à ce moment, l'État mexicain n'avait pas fait l'effort d'intégrer les communautés. Et puis en 1974, le premier congrès indigène organisé par l'Église catholique avec le soutien de l'État a posé les bases d'une nouvelle organisation des communautés, d'une nouvelle mobilisation de la communauté. Et tout cela a culminé avec la révolte zapatiste de 1994, où on a vu une explosion dans la présence des cultures indigènes. Ce qui émerge de ce mouvement, c'est un processus très vaste de transformation qui a vraiment permis aux communautés d'intégrer de nouvelles formes d'expression, de nouvelles expressions de leur identité, de nouveaux processus créatifs où l'image joue un rôle important, où l'on redéfinit la relation des peuples indigènes avec l'État mexicain, mais également avec le monde dans son ensemble, comme on le voit dans cette représentation, à savoir reprendre le bateau, prendre un voilier pour viser l'Espagne, repartir vers Madrid de manière symbolique. Ça, c'est 2021, pardon. Il y a également une volonté de tolérance, de promotion de la tolérance. Ça, c'est quelque chose qui est rendu très difficile par le climat de violence dont je vous ai parlé, mais qui en même temps représente un effort remarquable de mettre en place un récit alternatif qui permette aux communautés de trouver leurs propres solutions et de travailler à leur propre bien-être. Je dirais en conclusion que la documentation visuelle peut contribuer à créer une histoire partagée, un narratif partagé qui va promouvoir la solidarité de la communauté, encourager l'inclusion, renforcer les liens sociaux. Les organisations artistiques doivent travailler avec les différentes communautés pour faire avancer les stratégies en matière de santé mentale, ce que l'on peut faire hors du système de santé, et les efforts de prévention et de promotion en matière de santé mentale peuvent être pris à bras-le-corps par les organisations qui se battent pour les droits humains, également pour toutes les organisations qui travaillent en matière de santé des communautés. Et vous trouverez ici 2 sites Internet où vous aurez plus d'exemples et plus d'explications si cela vous intéresse. Je vous remercie de votre attention.